Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 14 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture du jeûne et bienvenue à tous. Le Niger en deuil avec la mort de 20 élèves de préscolaire à la suite d'un incendie qui a ravagé plus de 20 salles de classe en Payotte au quartier Pays-Bas de Niamey. L'incident s'est produit hier mardi dans la soirée. Le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Selon lui, une enquête sera ouverte pour voir clair sur cet incendie. Arrêtez ça là pour des précisions. Aussitôt informé de l'ampleur des dégâts de l'incendie de l'école primaire Pays-Bas, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou s'est rendu sur le lieu de l'incendie où il a trouvé toutes les classes en paillotte de l'école réduites en cendres et 20 élèves qui ont trouvé la mort, des élèves pris au piège par les feux. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire les feux et de sauver plusieurs élèves. Le Premier ministre, face à cette situation de désolation, s'est adressé en ces termes. Parce que ce n'est pas admissible que des choses comme ça se passent, surtout en ville. Perdre des enfants en très bas âge comme ça, c'est vraiment un événement triste. Et toutes les condoléances aux familles, toutes les condoléances, nous partageons leur douleur. C'est tout le monde qui est affecté. Parce que les enfants appartiennent à la nation. C'est les enfants de tout le monde. Donc nous sommes vraiment tous affectés et soyez assurés de nos condoléances et nous ferons tout pour que les auteurs, si c'est un crime, que les auteurs de ce crime-là soient retrouvés. Prenez patience. Que le bon Dieu nous assiste tous. Cet incendie au bilan en pertes humaines et matérielles très lourd repose le débat sur les classes en paillotte qui sont visibles dans presque toutes les écoles de la capitale Niamey. Tôt ce matin, en Rétassala, une délégation du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base à SINASEB s'est également rendue sur le site du sinistre pour constater, mais aussi pour apporter leur soutien aux enseignants, mais aussi aux parents des victimes. Précision avec Nafisé Haya et Ibrahim Abdou. C'est triste et impuissant face à la situation que les parents d'élèves, autorités et acteurs de l'éducation sont venus ce matin constater ce drame qui a fait une vingtaine de morts d'élèves du préscolaire de l'école Pays-Bas. En effet, c'est hier, mardi 13 avril 2021, aux environs de 16 heures que se sont produits les événements. Shi da ya aiko mana shi mun rungumi kaddara dan kaddara musulmi take ci amma wanga abin kan ya cin mana sai da muka kama wuri na ta kasfa nan muka yi mai arjiran da kwana sai aka hana aka ce an sayi wuri za a gidan mata. Cette situation nous vient de Dieu, nous l'acceptons ainsi. Mais avant que ce drame ne se présente, nous avons prévenu les autorités pour qu'on trouve un autre terrain à nos enfants. Nous ne pouvons que prier Dieu pour le repos de leur âme. Sun ƙetare gudanar ana take su da mota kamar an take takalmi aka kiya ba a saurare mu saboda irin wanda ko muka bi yau ga ta cin mana mun gode alhamdulillah mun tawakkala ga Allah Allah ya ji kansu Allah ya masa rahama. Présent sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts, le secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de SINASEB, Halidou Moukaila, a tenu à apporter son soutien et sa compassion aux parents d'élèves et enseignants de cette école avant de déplorer cette situation. 20 enfants calcinés dans cet incendie, c'est trop. Et je me dis que le Niger ne mérite pas cela. Le constat que nous faisons aujourd'hui, ce n'est même pas l'incendie, c'est les responsabilités qu'il faille situer. C'est pour cela que nous pensons qu'en âme et conscience, une enquête doit être ouverte pour situer les responsabilités. Regardez, on parle d'école Pays-Bas, mais l'information c'est qu'il y a 4 écoles dans la même cour. On ne parle pas d'école, on parle des classes construites dans la rue. Vous avez vu des deux côtés de la rue, c'était des classes qui ont été construites. Est-ce qu'ici on peut parler d'école? Est-ce qu'on peut parler de moralité ici?
est-ce qu'on peut parler véritablement de qualité de l'école? Est-ce qu'on peut parler d'une école de qualité dans notre pays? Regardez des deux côtés, vous avez vu les classes qui ont pris feu, les classes qui sont parties en fumée. C'est dans la rue. Regardez à côté, des vendeurs de paille. Même s'il n'y avait pas cet incendie-là, regardez, c'est une voie. Les véhicules passent à n'importe quel moment, que des élèves qui sont là dans les classes. Est-ce qu'ils auront leur attention en train de prendre cours ou bien de regarder ce qui se passe sur la voie? Regardez là où on construit des classes pour bloquer les fenêtres d'aération des classes. De l'autre côté, c'est quand même regrettable, c'est lamentable. Et je pense que ce acte ne doit pas rester impuni. Il va falloir que l'État se donne les moyens d'ouvrir une enquête et de situer toutes les responsabilités et que les vrais responsables puissent être châtiés pour que plus jamais ça dans notre pays. Une enquête est d'ores et déjà ouverte pour connaître les causes de cet incendie, nous a confié le président délégué spécial de la ville de Niamey. C'est une grande tristesse. Les faits sont horribles, c'est insupportable. Mais face à la réalité, la première chose, c'est d'apporter notre compassion aux familles d'abord qui ont perdu leurs enfants. Et beaucoup de courage, prier pour ces enfants arrachés cruellement à la vie. Pour le moment, les enquêtes sont en cours pour voir les origines de ce feu. Et très certainement, des meilleures dispositions seront prises pour éviter ce genre de drame. Selon les habitants du quartier, c'est la troisième fois en espace de 4 ans que cette école est victime d'incendie. Merci Nafissa Yahya. Et puis vous avez suivi le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, s'est rendu ce matin sur le lieu du sinistre pour constater, après avoir fait le tour des sites, le SINASEB a rendu public un communiqué de presse dont je vous livre la teneur. Dans la journée du mardi 13 avril 2021 aux environs de 16h, un incendie a été déclaré dans les écoles Pays-Bas 1, 2 et 3 et préscolaires qui se trouvent toutes les 4 sur le même site à environ 750 mètres carrés. Aussitôt informé, une délégation du SINASEB s'est rendue sur le lieu du drame. Il ressort des constats suivants: 20 élèves calcinés, dont 19 du préscolaire et un donc du primaire. Un élève blessé pris en charge à l'hôpital national de Niamey. 25 classes parties en fumée, dont 23 en paillotte. 23 classes à paillotte sont construites dans une rue marchande, donc en dehors du site de l'école, précise SINASEB dans son communiqué. 2 enseignantes de l'école ont perdu leurs enfants dans l'incendie. Aucune enseignante n'est décédée dans cet incendie. Au vu de ces informations, le bureau exécutif national du SINASEB présente aux familles endeuillées, à la communauté scolaire et au peuple nigérien de manière générale ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Exige du gouvernement l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités de ce drame. Demande la prise en charge immédiate des mesures transitoires pour reloger les élèves et leurs enseignants. Salut la forte mobilisation des partenaires de l'école pour compatir et soutenir les enseignants et la population. Enfin, le Ben SINASEB demande au président de la République et à son gouvernement la convocation d'un forum sur l'éducation pour mettre sur la table la problématique de la qualité de l'école publique, les classes paillotes et aussi les conditions de vie et de travail des enseignants. C'était là le communiqué de presse du SINASEB fait ce jour 14 avril 2021, signé par son secrétaire général Moukela Halidou. Un autre communiqué de presse toujours relativement à cet incendie. Donc c'est ce communiqué de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. La CDTN a pris avec consternation l'incendie ayant dévasté une école primaire au quartier Pays-Bas, entraînant la mort tragique de 20 élèves, dont 17 du préscolaire et 3 du
primaire le mardi 13 avril 2021. Devant cette tragédie qui endeuille plusieurs familles et la communauté éducative, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des enfants décédés ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, exprime en outre sa profonde compassion à l'ensemble du peuple nigérien si durement éploré par cette tragédie. Demande aux autorités de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à la construction des classes en paillotes sur l'ensemble du territoire national. Demande aux autorités de diligenter une enquête pour faire la lumière sur cette tragédie. Enfin, la CDTN souhaite un prompt rétablissement aux blessés et prie pour le repos éternel des âmes des disparus. C'était là le communiqué de presse de la CDTN fait à Niamey ce 14 avril 2021, signé par son secrétaire général Jibrila Idrissa. Toujours par rapport à cet incendie, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, était ce mercredi à l'école Pays-Bas pour s'inquiéter de la situation. Le professeur Khalid Ikri demande à l'État de créer toutes les conditions pour que ce genre de drame ne se reproduise plus au Niger. On l'écoute. Lorsque j'apprends que suite à cet incendie, au moins 21 personnes, 21 jeunes ont perdu la vie, et c'est juste insupportable. Et je souhaite que Dieu les accepte dans son paradis éternel, et souhaite prompt rétablissement aux blessés que nous allons voir tout à l'heure. Et toutes nos condoléances, et toutes les condoléances de la Commission nationale des droits humains, CNDH, aux parents des victimes. Il est regrettable que dans la ville de Niamey, nous puissions malheureusement avoir des abris encore en paillotes. Je pense que c'est un grand défi à relever et immédiatement pour que partout à l'intérieur du pays, chaque élève puisse être dans des conditions minimales de sécurisation et qu'il soit dans des abris construits de façon définitive. Et je n'ai pas d'autre mot à dire que de déplorer ces drames. Et ce qui est arrivé ici peut arriver partout où il y a des abris en paillotes pour des élèves. Et l'espace qui est décrit ici est vraiment un espace à l'étroit compte tenu du nombre d'élèves, plus de 2000 élèves sur quasiment combien de mètres carrés? Moins de 700. Moins de 700 mètres carrés, c'est inacceptable. Oui, mais ces cris de cœur, je l'ai déjà dit. Et les autorités en charge de l'éducation doivent tout faire pour que plus jamais un tel drame et donc plus jamais des classes en paillotes dans notre pays. Et ça, c'est urgent. C'est urgent. Je pense que c'est un effort qu'il faut faire afin que l'on ne parle plus de classe en paillotes.
C'était là donc le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, Khalid Ikrid, qui était sur le site de l'incendie ce matin. Restons toujours sur ce sujet avec les associations des parents d'élèves qui se disent aussi indignés de ce qui s'était passé hier à l'école primaire Pays-Bas, tout en interpellant les autorités de revoir cette politique des classes en paillotte. Je propose de suivre Soumana Oumarou. La situation, d'une manière générale, de l'école est grave. Et je suis même surpris qu'au niveau national, qu'il n'y ait pas une déclaration dans ce sens. Moi, j'ai pris l'engagement au nom de l'État 1 de m'adresser, de donner mon point de vue par rapport à cette situation. Il faut absolument qu'on élucide les causes de cet incendie. On ne peut pas blaguer avec. Et d'autre part, la situation de l'école nigérienne doit radicalement changer. Et c'est conforme à la déclaration du président Bazoum, quand il dit qu'il prendra la décision idoine pour que l'école marche d'une manière générale. On ne peut plus admettre les situations de période dans une capitale. Ça, c'est inadmissible. Vraiment, à ce niveau, le gouvernement doit prendre les dispositions nécessaires. Et je suis parfaitement content du déplacement des membres du gouvernement accompagnés par le Premier ministre en la personne. C'est dire que certainement des dispositions seront prises. Autre réaction, toujours par rapport à l'incendie qui a fait plus de 20 morts au quartier Pays-Bas de Niamey, c'est celle du coordinateur de l'ONG EPAD Niger, Sidikou Moussa, s'est dit très choqué de ce qu'il a qualifié de drame. Il a profité de cette occasion pour demander aux autorités nigériennes de mettre fin définitivement aux classes en paillotte pour permettre à tous les élèves nigériens d'étudier dans des conditions acceptables. On l'écoute. C'est un choc. Pour moi, c'est inadmissible que les enfants qui ont quitté chez eux pour aller à la recherche du savoir, pour être des Nigériens honnêtes de demain, pour être des cadres de demain, alors que c'est un droit fondamental pour eux d'avoir accès à une éducation de qualité gratuite, qu'ils en perdent leur vie. Je pense que c'est un drame national. Maintenant, l'autre impression que cela me donne, ça remet quand même sur la sellette la problématique de l'éducation dans notre pays. Nonobstant tout ce qui a été chanté pendant 10 ans, et même avant, on constate que même dans nos centres urbains, la qualité du cadre de vie cause problème. Aujourd'hui, quand on parle d'école, le cadre de vie est quand même un des facteurs. Les enfants doivent être en tout cas dans des classes en matériaux définitifs. Mais je constate impuissant que tout ce qui a été chanté n'a été qu'un leurre. Nous allons consacrer 25% du budget national à l'éducation. À l'épreuve des faits, nous avons vu les résultats. Nous allons recruter tel nombre d'enseignants. Là également, les Nigériens se sont réveillés, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'est beaucoup plus un discours politique qu'une action concrète. Je pense que cela doit nous interpeller en tant que citoyens. Cela doit interpeller également l'Union des scolaires du Niger, qui doivent se départir de toute coloration politique pour être au service de l'école du Niger et être au service également de leurs militants. Les parents doivent également se ressaisir pour sortir également de leurs considérations politiques, pour se dire que l'éducation est un droit. Je rappelle ici que l'article 23 de notre Constitution stipule clairement qu'il est du devoir des parents d'élever et d'éduquer leurs enfants. Mais de l'autre côté, il appartient également à l'État et aux collectivités, de par leur politique publique, de faire en sorte que l'école nigérienne soit de qualité obligatoire et gratuite. Malheureusement, voilà ce que dit notre Constitution, qui est la loi fondamentale du Niger, mais la réalité en est tout autre.
Je précise ici qu'en matière de bienveillance des enfants, ou j'allais dire de bienveillance d'un État vis-à-vis de ses enfants, il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension cadre juridique. Le deuxième niveau de bienveillance d'un État, c'est son engagement budgétaire vis-à-vis des enfants, notamment dans les secteurs sociaux de base. Et qui parle de secteurs sociaux de base, parle principalement de santé, parle principalement d'éducation. Or, ici, l'engagement qui a été pris par les autorités, c'est de consacrer 25% du budget à l'éducation. Aujourd'hui, il est inadmissible, j'allais dire, que dans la capitale du Niger, où on nous construit des échangeurs qui sont souvent moins fréquentés, qui créent plus d'embouteillages que cela nous décongestionne. Aujourd'hui, on nous crée un 3e pont. On pense à rénover nos capitales avec les fêtes tournantes. Je pense qu'on aurait pu gagner en investissant dans le capital humain, qui est source de création de richesses demain. Il faut que nous conjuguions nos efforts pour que les hommes et les femmes que nous avons élus au niveau déconcentré, tout comme au niveau national, qu'ils soient comptables devant nous. Je pense que nous avons une assemblée qui vient d'être installée. Nous voudrons quand même que le ministre de l'Éducation soit interpellé pour qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit tantôt, ceux qui nous gouvernent ont eu tous les privilèges de l'État pour être formés, pour être hébergés dans des internats, pour avoir des bourses pour sortir du Niger pour aller étudier ailleurs. Et je crois que c'est le moment de rendre aussi l'ascenseur. C'était là donc la réaction du coordinateur de EPAD Niger, Sidikou Moussa, sur l'incendie du pays. Donc hier, à l'école Pays-Bas, un incendie qui a fait 20 morts dans les rangs des élèves de préscolaire. Paix à leur âme. Autre aspect de cette édition, l'état-major des forces armées nigériennes a servi de cadre ce mercredi pour la cérémonie du lancement de la campagne de sensibilisation de la population civile sur les dangers des engins explosifs improvisés. Dans le cadre de ce projet, des dépliants ont été initiés par les forces armées nigériennes et les forces américaines au Niger. Précision dans cet élément. Cette sensibilisation de la population civile sur les dangers des engins explosifs improvisés lancée à travers cette cérémonie est d'une importance capitale pour la population civile nigérienne, particulièrement celle des zones d'insécurité comme la région de Difa et celle de Tillabéri, où des cas d'explosion d'engins explosifs sont enregistrés de temps en temps avec de lourdes conséquences. En effet, la menace UID est une des préoccupations majeures dans nos opérations. Toutes nos opérations intérieures sont concernées par cette menace. De l'opération Amalaou en passant par les opérations Saki 2, Kardou au secteur 4, de la FME, beaucoup de nos frères d'armes sont tombés sur le champ d'honneur à cause des GID posés sur leur passage. Les populations civiles ne sont pas également épargnées, dont le dernier exemple est la mort de plusieurs membres de la CENI, dont le véhicule avait été tombé sur un NUD. Pour conjurer ce sort, les femmes ont pris les dispositions nécessaires dès les premiers instants pour lutter contre cette menace, et ce en collaboration avec nos partenaires américains. En effet, les forces spéciales des États-Unis sont venues nous appuyer et nous soutenir afin que nous trouvions des solutions pour lutter contre ces menaces qui mettent en danger la sécurité de nos militaires et des populations. Cette coopération a permis de dispenser une formation sur le désamorçage des JED à plusieurs de nos militaires. Ces efforts conjoints se sont étendus à la conception des dépliants de sensibilisation et de signalisation sur les JED et à la mise en place d'une ligne d'information. Le commandant de la force spéciale américaine au Niger a réaffirmé leur engagement et l'engagement du gouvernement américain de soutenir les autorités nigériennes, particulièrement les forces de défense et de sécurité nigériennes dans leur lutte contre les groupes terroristes et autres groupes organisés. L'autre aspect important de cette campagne de sensibilisation vise à améliorer la communication et la coopération entre les FDS et la population civile, y compris avec chefs traditionnels, spirituels et religieux. Cela renforcera la volonté FDS
qui ont juré de défendre et de protéger tous les Nigériens, hommes, femmes et enfants. La voie à suivre pour vaincre et détruire les organisations extrémistes violentes et leurs réseaux criminels peut parfois être difficile, mais une chose est certaine, le gouvernement nigérien et son peuple l'emporteront. En plus, le peuple nigérien et ses forces de défense peuvent compter sur le soutien continu du gouvernement des États-Unis dans leur lutte contre organisations criminelles et les extrémistes violentes. Le peuple nigérien peut également compter sur le soutien continu et l'amitié du peuple américain. En travaillant ensemble, le FDS et le peuple nigérien gagneront et diront Niger se lève. Au total, 50 000 brochures produites par les forces de défense et de sécurité du Niger en partenariat avec les États-Unis ont été mis à la disposition des différents corps de forces de défense et de sécurité. Objectif, renforcer les capacités des éléments à contrer les menaces des engins explosifs improvisés et à réduire leurs effets destructeurs sur les populations civiles notamment. Deuxième jour aujourd'hui du mois béni de Ramadan, un mois au cours duquel il est préférable pour ceux qui ont les moyens de prélever la zakat, car pendant cette période précise, les actes de la sunnat sont surévalués. Précision avec Oustaz Haladou Yahya. Pendant ce mois béni de Ramadan, tous ceux qui ont un avoir en bétail, en monnaie, or, argent, qui ne relève pas de la parure, donc une quantité minimale relative à la parure, donc de prélever la zakat. Tous ceux qui ont des billets de banque, la monnaie, il faut prélever la zakat. Et il faut vérifier si on a le minimum imposable. Le minimum imposable, que ce soit, il est de l'équivalent de 2,5% pour l'or, l'argent. Il faut vérifier dans tous les cas pour prélever cette part qui est avant tout une obligation. Ça va nous avantager beaucoup pendant ce mois béni de Ramadan où nous sommes en train de chercher les bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala. Profitons-en. Ceux qui ont le minimum imposable, chacun n'a qu'à regarder et demander aux savants, j'ai tel montant, j'ai telle catégorie de biens, est-ce que ça atteint le montant imposable, le prélever pour le remettre aux ayants droit. Les ayants droit, ils sont au nombre de 8, cités dans le Coran, parmi lesquels les pauvres et les indigents. Il faut donner à ceux qui ont droit. C'est pour un besoin de remettre à un parent ou à un ami si on veut que ça tienne lieu de zakat. Si on veut vraiment s'acquitter du droit d'Allah, qui est aussi un droit de pauvre qu'il a alloué aux pauvres. Le mois béni de Ramadan, c'est plutôt une préférence. On peut prélever la zakat à tout moment. Une fois que le bien en tout cas, le bétail, la monnaie atteignent le montant imposable et qui a atteint 1 an de l'année lunaire, calendrier islamique. C'est en ce moment qu'on prélève la zakat. Mais le mois de Ramadan, c'est un mois privilégié parce que les récompenses sont surévaluées. Donc, si c'est la valeur de la sunna, elle est élevée pendant Ramadan. La valeur de l'obligation, elle est élevée. C'est une obligation. C'est une occasion du moins d'engranger ces bénéfices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous accorder pendant ce mois béni. Voilà. Tout est clair, Cheikh Haladou Yahya. Cette période est une occasion aussi pour certains commerçants et revendeurs nigériens de procéder à l'augmentation des prix de produits de certaines denrées alimentaires. Réaction des commerçants et consommateurs dans cet élément avec nos confrères du studio Kalongo.
yanzu dai ba ƙara kuɗi ba yadda muke sayar da hakan nan muke sayar da abin Allah dai sa kamar yadda yake muke sayar da kan a ƙara mana mu ma kan mu ƙara mu inda ka san kaso mu ma muna ɗaukowa ne mu zo mu sayar da ta dai fanda yadda muke abu lemu dai ne ya tsada lemu ne ya tsada tunda lemu farin muna so shi ka 40 yanzu yanzu jika 40 yake na 50 da fara jika 25 ne yake ni abin da ke so abin nan da ake sai su a farin dala 40 ko yanzu shi komo da 40 ka shi kara inda ana yi saboda Allah da Annabi albarka ba ta kawo abu ba tsada ba ta kawo albarka tunda tun wasu suna nan tun wani mun ka san su ba su buge ba su abin ba ci gaba ba ja da ba hakan na suke. Autre aspect de cette édition, nous sommes intéressés aujourd'hui à l'avènement des taxis minibus communément appelés Faba, qui a constitué un ouf de soulagement dans le secteur du transport urbain. Cependant, de nos jours, tout n'est pas rose pour les conducteurs des dits taxis sur certains axes de la capitale. Pour mieux cerner le problème qui rencontre ces Faba, suivant ce reportage signé Adamo Somana et Nasser Sedou. Plus connus sous le nom de Faba, ces véhicules de transport en commun font office de taxi dans la ville de Niamey sur plusieurs axes. Un métier qu'ils exercent conformément au règlement en vigueur dans le secteur du transport, mais non sans difficulté de nos jours. Nous ici, on paye tous nos taxes. On paye la patente, vignette, numéro de portière, on paye tout. Maintenant, les gens qui les transports ne concernent pas les Dongombaru et les petits motos à 3 roues là, c'est eux qui prennent les gens maintenant. Ils viennent de la façon dont nous on prend, non pas le transport en commun, ils viennent, ils prennent les gens. De la façon dont nous aussi on prend. Chaque fois quand nous on les parle, ils vont nous dire qu'on n'a pas le droit de les interdire. On a l'habitude de nous lever, moi et le chef des lignes. On était parti jusqu'à maintenant voir au niveau du commandant, le DG de la circulation. Il a dit que lui il ne peut pas intervenir du moment où que la mairie ne lui a pas rédigé une lettre. Si on veut, on n'a qu'à poursuivre la juridiction, on n'a qu'à aller à la mairie. Nous avons même un problème de parking. Parce qu'au début, la mairie était venue, ils nous ont montré la place là où on va garer. Maintenant, les Lazare, au début, ils sont là-bas à l'intérieur. Ils se sont déménagés pour venir s'arrêter là où la mairie nous a montré encore. Face à cette situation que d'aucuns qualifient de concurrence déloyale, les conducteurs de taxi minibus lancent ce cri de cœur. Tout ce qu'on veut au niveau de l'autorité maintenant, que l'autorité intervienne dans cette situation, dans notre situation là. On est dans un état de droit. Nous avons le transport en commun et ils n'en ont pas. C'est eux qui prennent les gens encore. Quand on parle maintenant, c'est la bagarre à chaque fois. Regarde actuellement, là où on est en train de charger maintenant. C'est sur la route qu'on est en train de charger. On veut que l'autorité vienne, qu'elle intervienne dans cette situation-là. De la même façon dont les autorités compétentes font de l'application des lois et règlements en vigueur dans le dit secteur une lutte sans merci en mettant à contribution la police de la circulation routière, de cette même manière, elles doivent protéger ceux exerçant légalement ce métier contre certaines pratiques qui, de toute évidence, ne peuvent que nuire à cette profession. Place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique. Elle s'intéresse aujourd'hui au prêt. Le prêt, c'est un thème qui sera développé par Alfred Emmanuel. Il est juriste et également président du Raza Presse. Très bonne réception. Le prêt est, si vous voulez, un contrat qui est beaucoup utilisé dans la société pour permettre aux uns et aux autres de disposer ou bien de jouir des choses d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une action qui est prévue par, ou bien c'est un contrat qui est prévu par le Code civil. À ce sens, le prêt est défini comme un contrat par lequel l'une des parties, le prêteur, met à la disposition de l'autre, l'emprunteur, une chose pour son usage à charge de restitution. Donc le prêt, c'est ce contrat par lequel une personne met à la disposition de l'autre
un bien, à charge pour la dernière de restituer la chose. C'est le contrat de prêt. Au terme de l'article 1875 du Code civil, le prêt à usage ou commoda est un prêt ou bien est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. Donc, nous sommes en face ici d'un contrat dans lequel une personne qui est l'emprunteur prend un bien qui ne lui appartient pas logiquement pour un usage auprès du propriétaire qui est le prêteur, à charge pour l'emprunteur de restituer la chose après usage. Donc, dans ce contrat, nous voyons quelques attributs du droit de la propriété qui ressortent. Dans le droit de la propriété, ou bien quand vous avez le droit de la propriété, vous avez le droit de jouir d'une chose, d'abuser de cette chose ou l'aliéner, et vous avez le droit, si vous voulez, de la détruire tel que vous le voulez. Mais quand vous prêtez, ou bien quand vous empruntez une chose, vous n'avez pas tous ces droits. Parce que le bien n'étant pas votre propriété, là, vous n'avez que le droit de jouissance à ce niveau. Vous n'avez pas le droit d'aliéner la chose, de la détruire ou de la vendre, parce que la chose n'est pas votre propriété. Mais plutôt, vous avez que le droit de jouir de la chose. Donc, c'est en ce sens que le contrat de prêt est un contrat complexe au niveau des parties. Donc, quels sont les droits de l'emprunteur et ses obligations, et quels sont les droits et les obligations du prêteur? Chacune des parties, et l'emprunteur et le prêteur, ont tous des droits et des obligations dans le cadre du contrat de prêt. Alors, s'agissant de l'emprunteur, là, il y a deux points qu'il faut préciser. Premièrement, c'est que l'emprunteur a le droit d'user de la chose telle que nous l'avons dit tout à l'heure, et il a également le droit au remboursement des dépenses. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous empruntez un bien quelconque, prenons l'exemple d'un véhicule. Quand vous empruntez un véhicule pour vous en servir, eh bien, vous êtes, ou bien vous avez le droit d'user de ce véhicule, de l'utiliser pour les besoins pour lesquels vous avez prêté ce véhicule. Ça, c'est un droit qui vous est reconnu de par les textes. Ça, c'est votre droit. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous utilisez des ressources pour entretenir ce bien? Il peut y avoir des cas où, pendant que vous utilisez ce bien, eh bien, d'autres réparations nécessaires et urgentes interviennent. Donc, à ce niveau, la loi précise que, et c'est précisément l'article 1890 du Code civil qui dispose que l'emprunteur, donc la personne qui a prêté le bien, a le droit de se faire rembourser les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes faites pour la conservation de la chose. Par exemple, l'achat d'une pièce de rechange. Donc, une fois que vous utilisez les... Peut-être que le bien, il est en train de se gâter, ou bien il y a en tout cas un danger qu'encourt le bien, et que vous avez engagé des ressources pour entretenir, pour sauver ce bien, eh bien, le prêteur a l'obligation de vous faire rembourser les dépenses que... Bon, quand on regarde un peu en dehors de la loi, de la pratique quotidienne, ça ne passe pas. Comment vous allez prêter mon bien, et puis après vous me demandez, parce que vous avez réparé le bien, vous me demandez de vous faire rembourser? Dans la pratique habituelle, ça ne passe pas. Mais juridiquement, quand vous engagez des ressources, eh bien, l'emprunteur, le prêteur est censé vous payer les frais que vous avez engagés pour la conservation de la chose. Je suis sûr, M. Hassan, si j'emprunte votre moto ou bien votre voiture et que je l'utilise, après je viens vous dire, M. Hassan, j'ai réparé telle chose ou bien j'ai fait telle chose sur votre... Logiquement, vous allez, mais lui, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Moi, je vous donne mon bien. Donc, naturellement, dans la société, ce sont ces conceptions. Mais juridiquement, quand vous engagez des ressources, le prêteur est censé vous rembourser
les frais. Mais attention, je ne suis pas en train de parler puisqu'il y a aussi un point très important qui est celui de la responsabilité. En droit, dans le Code civil, je crois que c'est l'article 1382 qui traite du régime de la responsabilité. Il dit tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige la personne par le biais duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1382, je pense, du Code civil. Donc, en ce sens, si en utilisant ce bien, vous causez un tort ou vous abîmez le bien, vous êtes tenu de réparer le préjudice que vous avez causé. Mais ici, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, ce n'est pas votre responsabilité à vous. C'est des actions que vous avez engagées pour sauver justement ce bien, pour la conservation de ce bien. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Si c'est vous qui êtes... Par exemple, vous avez un accident de circulation, ben c'est vrai, il y a la question de l'assurance. Ou bien en roulant, vous avez cogné l'engin contre quelque chose, il y a eu quelques problèmes. Vous êtes tenu de les réparer. Ça, c'est différent du fait que vous avez constaté un danger imminent qui était déjà sur le véhicule ou bien sur l'objet prêté que vous avez réparé. Donc, en ce sens, vous avez le droit d'être remboursé par le prêteur de la chose qui demeure le titulaire des droits de propriété. Maintenant, quelles sont les obligations de l'emprunteur cette fois-ci? L'emprunteur a l'obligation de conserver et de restituer la chose et engage sa responsabilité. S'agissant de l'obligation de restitution de la chose, puisque nous avons dit que vous n'êtes pas propriétaire et que le droit de propriété appartient au prêteur, donc logiquement, après avoir fini d'utiliser la chose, vous êtes tenu de restituer la chose empruntée au légitime propriétaire. Donc, l'emprunteur a, d'une part, l'obligation de restitution de la chose empruntée. Il y a également la question de sa responsabilité. Donc, l'emprunteur engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du prêteur et sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers. Si vous avez convenu d'un délai, un délai de restitution, par exemple, vous avez prêté le véhicule pour une semaine. À terme échu, vous êtes tenu de restituer la chose pendant cette période. Si vous ne le faites pas, vous pouvez engager votre responsabilité contractuelle à l'égard du prêteur. Parce que peut-être ce retard peut lui causer un préjudice. Ouais. Donc vous engagez votre responsabilité. Tout comme vous pouvez engager votre responsabilité délictuelle à l'égard des tiers. Si dans l'utilisation de ce bien, eh bien vous commettez un dommage au tiers. Donc là, vous êtes tenu de réparer le préjudice que vous avez commis au tiers par l'usage de ce bien. Donc vous voyez que d'une part et d'autre, chacun a des droits et des obligations. Quand vous empruntez une chose pour votre usage, vous n'êtes pas propriétaire de la chose, mais vous avez le droit d'user de la chose. Dans l'usage de la chose, vous êtes obligé à la fin de l'usage de restituer la chose. Si vous avez engagé des ressources, l'emprunteur ou bien le prêteur est censé vous rembourser les frais engagés. Si vous commettez des dommages au tiers, vous engagez votre responsabilité délictuelle à l'égard des tiers. En ce sens, vous êtes tenu de réparer, puisque la loi dit tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige la personne par le biais duquel il est arrivé à le réparer. C'est le principe de la responsabilité. Voilà ce que je peux vous dire sur le contrat de prêt. Je vous remercie.